Fait que, Gérard, tu es fiscaliste depuis maintenant 10 ans. À peu près, un peu moins. près. Un peu moins. Cool. Ouais. Puis là, ben, c'est la première fois qu'on essaie ce studio-là de podcast. Donc, autrement dit, le premier était vers la vue. Puis là, on est comme sur un banc avec notre nouveau luminaire Slab. Donc, très content que tu sois parmi nous aujourd'hui. On va parler un peu de fiscalité et tout parce que nous, c'est vraiment un domaine que moi qui m'intéresse beaucoup parce que on parle beaucoup de marketing, moi puis Antoine, de e-commerce, mais la fiscalité, c'est important. Puis, je trouve que justement de bien s'entourer de personnes qui connaissent ça. Puis, ben, justement, nous autres, on voulait faire un podcast pour un peu redonner, peut-être partager des conseils et tout. Puis voilà. Fait que un peu, je suis curieux de savoir en 2-3 minutes un peu ton background, puis c'est quoi qui t'inspire dans le domaine de la fiscalité. Background hyper atypique pour un fiscaliste. J'ai commencé, puis je vous en ai parlé un peu avant le podcast, là, comme technicien comptable dans un sous-sol d'un CPA, à faire des déclarations d'impôts quand j'avais 18 ans. Puis j'étais technicien comptable pendant un petit bout, ce qui m'a amené à faire des choses hyper intéressantes, un peu l'analyse des ratios, des trucs du genre. Mais quand je suis tombé en vérification, parce que le parcours normal pour les comptables, on va dire, c'est commence vérificateur. Fait que là, tu t'assures que les états financiers sont représentatifs puis qu'ils sont pas fautifs. Disons que les processus puis la manière où j'ai été impliqué, c'était pas super intéressant. Ça m'intéressait pas trop, fait que je cherchais quelque chose de plus motivant, plus challengeant. Tranquillement, pas vite, j'ai regardé les spécialisations. En tant que CPA, il y en a quand même pas mal. Puis je suis tombé sur la fiscalité. Il y a eu une ouverture, une opportunité. Merci à Luc Lacombe, qui était à l'époque celui qui m'a choisi dans le programme. Fait que j'ai commencé dans le programme de fiscalité. C'était financé par mon ancien employeur. C'était merveilleux. Puis je suis tombé là-dedans. Cool. Mettons, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont, déjà des entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas, ils ont déjà entendu le terme fiscaliste, mais c'est quoi un fiscaliste? Puis dans un day-to-day, c'est quoi que tu fais? C'est quoi le type de client que t'aides et tout ça? La fiscalité, comme je disais un peu, c'est une spécialisation, dans mon cas, une spécialisation des CPA. C'est également une spécialisation des avocats. Fait que c'est les deux plus grosses, on va dire, professions qui exercent la fiscalité. La fiscalité pure et dure, c'est du droit. Ultimement, l'impôt est régi par la loi de l'impôt sur le revenu, la loi sur la taxe d'assises, puis au Québec, on a les corollaires. Fait que c'est clairement de l'analyse de jurisprudence, la lecture de la loi, la compréhension de la loi de l'impôt, puis des positions techniques aussi des agences fiscales. Parce que les agences fiscales, c'est un peu comme la police dans un contexte de la loi de l'impôt. Fait que comprendre qu'est-ce qu'ils pensent, comment qui implante la loi de l'impôt, lire la loi puis lire la jurisprudence pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est la fiscalité pure et dure. En pratique, souvent, pour des jeunes entrepreneurs, les CPA sont assez équipés pour les accompagner, dans le sens où ils ont les bases puis les connaissances nécessaires pour accompagner la plupart des jeunes entrepreneurs qui commencent. Là où on commence à intervenir, c'est souvent quand les entreprises ont pris... En fait, c'est pas vrai. On intervient en conformité fiscale. Donc, des fois, dans un groupe de sociétés, on se demande, oups, est-ce que tel élément est déductible? Est-ce que je devrais capitaliser ou déduire tel élément? Fait, il y a des fiscalistes qui travaillent et qui se spécialisent dans la conformité fiscale. Puis il y en a d'autres, un peu plus comme moi, qui vont se spécialiser dans la réorganisation fiscale. C'est-à-dire, OK, tu as créé assez de valeur, beaucoup de valeur, tu voudrais transférer l'entreprise à la prochaine génération sans déclencher d'impôt maintenant, reporter de l'impôt. Tu vends ton entreprise puis tu aimerais minimiser l'impôt suite à la vente de l'entreprise ou de la société plutôt. Ben, les fiscalistes, souvent, on est impliqués là-dedans en réorganisation fiscale. Mais il y a plusieurs autres spécialités. Je vous en parlais aussi au début. Il y a des fiscalistes qui se spécialisent en fiscalité internationale. Qu'est-ce qui se passe quand tu as des sociétés à l'étranger, tu veux ramener de l'argent, comment minimiser ou comment est-ce que l'impôt fonctionne sur ça. Des spécialistes au Québec qui se spécialisent en fiscalité américaine parce qu'on a une grosse présence entrepreneuriale aux États-Unis. Fait qu'il faut comprendre la fiscalité de deux bords. Il y a une branche de la fiscalité que c'est juste ça. OK. Puis justement, on en parlait avant le podcast de justement se lancer une compagnie aux États-Unis. Je suis curieux de savoir, mais toi, ton avis là-dessus, justement, j'avais rencontré des clients qui me disaient « Ouais, moi, je vais vendre mon entreprise au Québec pour justement m'installer après ça aux États-Unis. » Puis je sais que c'est un gros processus, c'est long. Tu sais, à quel point ça vaut le coup? Puis je suis curieux de savoir, mettons, si tu as déjà entendu des histoires de justement que ça a super bien été, puis à quel point c'était bénéfique pour certains types d'entreprises. Écoute, comme je suis spécialisé en fiscalité américaine, moi, c'est plus la réorganisation fiscale centrée au Canada. Je vais parler de manière anecdotique et non de manière... C'est pas nécessairement un avis professionnel. Ça dépend du volume d'affaires. Souvent, il y a des Québécois qui ont déjà leur société au Canada, sont bien établis, font des ventes aux États-Unis à travers leur société canadienne, puis ils n'ont pas vraiment d'employés aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment de raison ou d'établissement stable là-bas. À ce moment-là, ça peut entraîner des frais inutiles supplémentaires. Quand on commence à avoir beaucoup de présence aux États-Unis, évidemment, tu as des employés, une équipe de marketing là-bas et tout. Là, ça commence à être une question à savoir, OK, est-ce qu'on s'implante aux États-Unis? Je dirais la plupart du temps, dans ce que je viens de décrire, oui. Là. Quand il y a un établissement stable et qu'il faut déclarer des revenus là-bas, à ce moment-là, ça justifie. Mais dans tous les cas, quand on fait des ventes aux États-Unis, il ne faut pas oublier l'enjeu. Ils ont l'équivalent des TPS-CVQ, mais aux États-Unis, les taxes de vente. Celle-là, je vous dirais, dès qu'il commence à avoir des ventes aux États-Unis, les entrepreneurs en général, faites un petit check-up, allez vérifier. Si vous avez des taxes à payer aux États-Unis, là, au moins, allez consulter quelqu'un qui se spécialise là-dedans. OK. Super intéressant. Puis, c'est toujours une question que beaucoup de gens se demandent.
demande. Bon, tu disais tantôt, la fiscalité, c'est plus au niveau de la conformité, de la loi, de bon, qu'est-ce qu'on peut déduire. Mais c'est à quel moment dans ton entreprise que tu as besoin d'un fiscaliste vraiment qui est là, récurrent? Ça peut être à chaque mois, ça peut être à chaque année. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Est-ce que c'est un nombre d'employés? Comment tu bases ça? T'sais? Comment tu analyses les besoins pour dire, OK, moi, là, aujourd'hui, j'ai besoin d'un fiscaliste ou pas encore, je suis pas rendu là? La plupart du temps, à mon avis, un fiscaliste commence à être utile. Chaque mois, c'est rare. La plupart du temps, c'est 2-3 fois par année que le rencontrer, discuter de nouveaux projets, voir s'il y a des pistes d'optimisation. La plupart du temps, je te dirais que c'est en fonction des transactions que l'entrepreneur veut faire. Pas nécessairement en fonction du volume d'affaires et tout, parce que le volume d'affaires, la plupart du temps, comme je disais, les CPA sont équipés pour le gérer, les déclarations d'impôts. Oui, souvent, il y a un fiscaliste qui va être en support au CPA à la fin d'année pour faire, il s'est passé X, Y, Z, comment est-ce qu'on peut optimiser la situation du client? Ou des fois, quand on a des projets d'investissement, là, un fiscaliste est nécessaire parce qu'il va pouvoir te dire, fais attention, si tu investis comme ça, tu vas soit moins payer d'impôts, avoir droit à un taux d'imposition plus bas, soit tu vas avoir droit à certains crédits. Fait que je te dirais que quand il y a des projets d'expansion, quand il y a des projets de financement, acquisition d'entreprise, transfert d'entreprise, il y a certains entrepreneurs qui font ça en série, vous en connaissez probablement, l'acquisition vente d'entreprise, il y en a qui baignent là-dedans. Mais à ce moment-là, chaque transaction, chaque fois qu'il va y avoir ce genre d'élément-là, il va falloir être en conversation avec un fiscaliste pour savoir comment on fait l'acquisition, c'est quoi la meilleure manière fiscale de le faire, comment déduire mes intérêts. Fait que je dirais que c'est pas un volume d'affaires plus qu'un volume de transactions de ce type-là. Achat, vente d'entreprise, transfert d'entreprise à quelqu'un d'autre, ce genre d'éléments-là, ça demande clairement un fiscaliste de le rencontrer périodiquement là, quand on est dans ce scheme-là. OK. Super intéressant. Puis, c'est vraiment tout un autre sujet. Nous, justement, dans notre auditoire, les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui, font de l'argent en ligne. Fait que, on voit que c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire. Des gens en marketing, des gens en relations publiques, des gens dans le e-commerce, tout ce type d'entreprise-là. Fiscalement, légalement, c'est quoi qu'ils ont le droit de faire? Bon, on entend des fois des gens qui s'incorporent dans d'autres pays pour pouvoir, sauver de l'impôt, mais ils habitent encore au Québec. C'est quoi légalement qu'on a droit et pas le droit de faire avec des entreprises comme ça en ligne? La question est très vague. Ouais. Elle est hyper vague, fait que je vais avoir besoin d'un peu... Je vais créer des scénarios. Premièrement, on entend souvent en ligne, puis c'est souvent des trucs qui viennent des États-Unis, créer une société incorporée dès le jour 1 parce que ça va vous permettre de déduire plus de dépenses. La réponse, faux. Que ce soit opéré dans ton nom personnel d'entreprise ou dans une société, le nombre de dépenses que tu peux déduire, il ne change pas. C'est les mêmes critères qui sont applicables. Dans un contexte, par contre, où tu dis, mais là, attends, la personne en question fait des revenus à l'étranger, puis créer une société à l'étranger dans l'objectif de facturer de cette société-là, pour peut-être éviter l'impôt au Québec, on va en revenir probablement un peu plus tard, mais c'est peut-être un peu inutile. Là, ça dépend parce qu'il faut se demander, OK, mais où est créée la valeur? Est-ce qu'il y a vraiment des employés dans Par exemple, on crée une société aux Bahamas, on devient actionnaire de cette société-là. C'est un mauvais exemple parce qu'on n'a pas de convention fiscale, je pense. Il faudrait voir. Mais s'il n'y a pas d'employés aux Bahamas, il n'y a pas de création de valeur aux Bahamas, est-ce qu'on peut vraiment prétendre que les revenus sont générés par la société là-bas? C'est tout ce genre d'analyse-là que je te dirais qu'il faut faire. Création d'une société à l'étranger, encore une fois, je ne suis pas spécialisé international. J'aurais mes réserves là, dans un contexte où la personne est basée au Québec, au Canada, puis qu'elle prétend que tous les revenus sont générés par une société qui est clairement une coquille vide, qui n'a pas de propriété intellectuelle, qui n'a pas de valeur, qui n'a rien. Ça crée des questions. Puis je te dirais, de manière générale, un Canadien est censé s'imposer sur son revenu international. Fait que si c'est quelqu'un qui est basé au Québec, il doit garder en tête que, s'il va dans ce que j'appellerais des schemes comme ça, il y a peut-être quelque chose à discuter. Mais encore une fois, c'est plus anecdotique, là. Ouais, c'est ça. Il faut quand même s'informer parce que c'est ça, c'est fou, là. On rencontre tant de personnes au Pierre-Antoine, puis il y en a plein qui me disent, on a une LLC aux États-Unis et tout. Puis je suis comme, vraiment curieux, on connaît tellement pas ça et tout. Puis il y a même des personnes aussi qui se font payer en crypto. Puis là, après ça, ils ressortent ça. Je suis comme, OK, à quel point c'est dangereux, de quelle affaire, tu sais. Mais c'est pas dangereux, il faut juste déclarer les revenus. Ouais, c'est ça. Un des mythes que j'entends souvent, c'est la crypto, c'est pas imposable. C'est faux. Ouais. C'est faux. C'est très... c'est mal compris par beaucoup de monde parce qu'on avait l'impression que c'était comme derrière un mur invisible et que personne ne le voyait. Puis parce que c'était derrière un mur, c'était pas imposable. La réalité, c'est faux. Si il y avait des revenus qui étaient générés par la crypto, je sais pas, un barbier qui se fait payer en crypto-monnaie, on va dire. Il y en avait beaucoup à l'époque, au début des bitcoins. Mais ils devaient techniquement déclarer leurs revenus malgré tout. Puis au moment de la vente, là, il faut se poser la question, est-ce que ta crypto-monnaie, elle a pris de la valeur? On s'entend que ça a pris beaucoup de valeur depuis le départ. Est-ce que tu l'as gardé dans l'objectif de faire des revenus? Est-ce que c'est du gain capital? Ou est-ce que c'est plutôt... Est-ce que tu l'as gardé dans le but de le revendre, qui serait plutôt un revenu à 100% imposable, ou du gain en capital qui, lui, a un taux d'imposition plus avantageux? Fait que ça, c'est un des gros débats en ce moment dans la crypto qui est quand même intéressant. C'est intéressant. Puis justement, on parle aussi avec beaucoup de jeunes qui ont, comme plan dans 2-3 ans de faire une compagnie de gestion, une fiducie. C'est à quel moment que c'est rendu le moment d'avoir une compagnie de gestion pour investir? C'est quoi la définition aussi de ces deux leviers-là au Québec?
OK. Il n'y a pas de définition réelle. C'est plus des outils qu'on utilise en pratique. La compagnie de gestion, souvent, première fois, c'est quoi une compagnie? Je pense que vous avez couvert dans le podcast. Je présumais que la base, ça, on comprend. C'est une société incorporée qui est comme une personne morale différente. Souvent, on a les opérations de l'entreprise courantes dans cette coquille-là. Puis les profits qui sont générés par l'entreprise, manifestement, ils n'appartiennent pas à l'actionnaire, ils appartiennent à la business. Il y a deux enjeux principaux pourquoi on va créer une société de gestion. Commence à avoir trop d'argent. Si un jour je vends l'entreprise, je ne pourrais plus bénéficier de ma déduction pour gain en capital. On va en reparler dans 2 secondes. Fait que ça, c'est le premier enjeu qui pourrait faire oups, j'ai besoin d'une compagnie de gestion pour transférer les surplus d'argent ou les surplus d'investissement à investir dans une compagnie de gestion. Dans un deuxième temps, ça peut être une protection d'actifs. Quelqu'un fait une entreprise qui est plus risquée. La plupart du temps, les travailleurs de la construction, ils ont peur des poursuites parce que si quelque chose arrive puis que leur assurance ne couvre pas, mais ça pourrait faire en sorte que leurs autres actifs sont mis en jeu. Ça, c'est plus du légal que du fiscal. Mais à ce moment-là, ils vont isoler leurs actifs ou leur surplus dans une autre société. Je suis pas en train de dire... C'est plus légal que fiscal. Je suis CPA de formation, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne à tous les coups. Mais c'est les 2 raisons pour lesquelles on commence à penser à des sociétés de gestion. En termes d'un montant, il faut que ce soit représentatif. Créer une société de gestion peut coûter avocat puis tout le monde, tous les professionnels qui sont impliqués dedans. Des fois, c'est pas cher, mais souvent, on prévoit un budget dans 10 et 15 000 au total. Il faut que les sommes qui soient transférées en valent la peine parce qu'après, il y a une deuxième société, il y a un deuxième set d'état financier, un deuxième set de déclaration d'impôts. C'est des professionnels à chaque année. Si c'est 10 000 peut-être pas à transférer. Si ça commence à être annuellement, les surplus générés sont 100 200 000 puis on le voit que ça grossit, ça va grossir, il y a une boule de neige, il y a l'effet boule de neige qui arrive. Là, à ce moment-là, je te dirais 50 000, 100 000 par année de profit commence à générer, puis qu'on n'en a pas besoin d'utiliser perso. Parce que ça, c'est une des grosses nuances, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui dit je fais plein de profits, je veux une société de gestion, en plus de ma société opérante, mais quand on les questionne un peu plus, ils en ont besoin à 100% pour payer leurs dettes ou vivre, puis un gros train de vie. C'est peut-être pas l'outil essentiel pour eux, là. Peut-être qu'ils devraient juste se déclarer un plus gros salaire, puis ça règle la question. Fait que je dirais, société de gestion, quand il y a des surplus qu'on veut réinvestir soit dans une autre entreprise, sur le marché boursier, dans l'immobilier, c'est un outil qui est hyper intéressant. Son avantage, c'est quoi? Si on gagne de l'argent perso, je prends pour hypothèse que quelqu'un gagne déjà 200 000 par année. Quelqu'un qui vit très bien, la plupart du temps, son taux d'imposition sur chaque dollar gagné est à peu près à 50%. Donc, s'il se le sort en dividende ou en salaire, normalement, il va lui en rester 50 cents dans ses poches pour investir. Tandis que c'est dans une société de gestion, la société, elle, est imposée à peu près entre 12 et 26%. On s'entend que c'est beaucoup moins que l'autre. Fait que ça te permet, ça crée un effet de levier. Tu peux utiliser cet impôt moins élevé pour investir plus tard dans ta vie. On va rentrer encore plus dans les détails. Fais attention, par contre, parce que quand tu as trop de revenus d'investissement, ça pourrait faire en sorte que tu payes plus d'impôts dans ta société opérante à long terme. Ah ouais. Ouais. Depuis quelques années, en fait, le gouvernement décourage vraiment le fait d'utiliser les sociétés de gestion. Je pense que d'un point de vue politique fiscal, il faut croire que les libéraux n'aiment pas trop ça. Fait qu'ils ont mis quelques règles en place qui font en sorte que si les revenus de placement d'un groupe de sociétés, donc c'est pas nécessairement une société que ta société opérante, là, mais c'est que si toi, en tant qu'individu, tu as une société de gestion et une société opérante, tu génères des profits. Tu génères des profits sur des revenus de placement. Si ces profits-là dépassent 50 000, mais tu perds le droit, le petit taux de 12% que je parlais tantôt, tu y perds tranquillement le droit puis tu te ramènes de plus en plus au taux de 26%. Ah ouais, wow. OK, c'est intéressant ça. Fait que... Puis après ça aussi, au niveau des fiducies, là, on avait parlé beaucoup des compagnies de gestion, fiducies, familiales, fait que ça serait plus au bénéfice de la famille. Moi, je connais tant pas ça, puis j'étais curieux de savoir ton point là-dessus. Super bel outil, cher à gérer. C'est hyper pointilleux d'un point de vue légal aussi. T'sais. Je te dirais, ma recommandation pour mes clients, c'est toujours, à chaque année, allez voir vos avocats et vos comptables, assurez-vous que tout est droit et carré. Sinon, l'objectif de la fiducie ne sera pas atteint. Fait qu'il faut quand même avoir, parce que les montants sont souvent peu importants. Fait que, bref, premier élément à savoir, c'est compliqué à gérer d'un point de vue légal, fiscal et comptable. Même si les montants qui sont en jeu sont petits. La plupart du temps, c'est pas bien compris. Dans un deuxième temps, pourquoi on en met en place? 3 raisons. Protection d'actifs, report d'impôt potentiel au décès ou multiplication de la déduction pour gain en capital. Encore une fois, ce thème-là revient. Je vais l'expliquer vite parce qu'on commence à en parler. Quand on vend une entreprise active, qui opère principalement au Québec, au Canada, on a droit, quand on vend ses actions, si certaines autres conditions sont respectées, on ne va pas rentrer dans les détails, de vendre puis de ne pas payer d'impôt sur 1,25 million de dollars. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai constitué une entreprise, elle a grossi. Aujourd'hui, je fais un gain en capital de 1,25 million. Je pourrais payer 0 $ d'impôt sur cette vente-là, si je vends les actions de la business. Quand je mets une fiducie familiale en place, pour l'instant, c'est encore permis dans la loi de l'impôt, je peux attribuer ce gain en capital-là ou le gain en capital généré par ma fiducie à mes enfants, ma femme, choisir le mon acquis. Il faut que je leur donne l'argent. Là. C'est pas une question de je leur donne pas l'argent, je leur donne l'argent puis eux ils payent pas d'impôt sur cet argent-là. Et eux ils ont 1,25 million chaque? Ouais, ils ont 1,25 million dans leur compte. Il y a des nuances, on pourrait en parler là. Je sais que s'il y a des fiscalistes qui écoutent, ça va leur écorcher les oreilles. Je le simplifie un peu plus, mais oui, il y aurait 1,25 million non imposables chacun. Puis ils paieraient pas d'impôt sur cet argent-là puis ils pourraient réinvestir comme ils veulent. Là. C'est dans leur poche, c'est même pas dans une compagnie. Ça c'est un des outils principaux pour lesquels une fiducie est en place. Des fois, on recommande une fiducie à un client parce que par exemple, il vaut 1 million de dollars en ce moment, mais il
sait, dans les 5 prochaines années, là, les contrats rentrent, il est en phase d'expansion, puis il pense qu'il va en valoir 15 dans 3-4 ans. Aujourd'hui, il en vaut 1 million. Même si, normalement, je te dirais que 1 million de dollars, c'est pas un threshold qui est habituel pour mettre en place une fiducie. Si je suis dans un contexte comme ça, je vais commencer à lui parler de fiducie. Parce que je vais lui dire, si tu vends un jour, puis tu veux avantager ta famille, tu vas pouvoir bénéficier d'économies d'impôts substantielles, là, parce que tu es en phase de croissance exponentielle. Puis pourquoi tu le recommanderais dès le début? Est-ce qu'il y a un avantage à le faire avant la croissance ou? Ben, là, c'est au début de la croissance, je parlais. Ouais, c'est pas dès le début. Parce que à l'incorporation, je le recommanderais moins. Ouais, non, t'entends. Parce qu'il y a trop de frais liés à tout ça. Puis ça pourrait, tu sais, les honoraires professionnels au départ, dans la phase de création puis création de valeur, je te dirais, évitons-les. C'est pas ça qui va créer de la valeur puis emmener une business à faire beaucoup de valeur. C'est, je te dirais, au début de la rampe d'expansion. Tu sais, il y a certaines entreprises qui, c'est pout, puis l'expansion se fait annuellement, tranquillement, pas vite. Mais il y en a d'autres que c'est exponentiel. Tu sais, un jour, elle vaut 1 million. 3 ans plus tard, elle en vaut 50. J'exagère, mais quand on est dans ce scheme là, je te dirais que la fiducie familiale, je la mettrais au début. Au début. Plus que plus tard, ou quand l'entreprise vaut à peu près 1 million ou 2 millions, j'essaierais de commencer à. C'est quoi l'avantage de le mettre au début versus de le mettre un petit peu plus tard? La fiducie familiale, sa valeur ou la valeur qu'elle peut posséder, c'est la valeur future seulement générée par l'entreprise. Okay. Donc si aujourd'hui la business vaut 1 million, puis tu anticipes qu'elle en vaille 10 dans 3-4 ans, mais tu veux que la fiducie familiale bénéficie de la prise de croissance. Okay. Si elle en vaut 10, si demain matin tu me dirais je vais vendre mon entreprise dans 2-3 ans, aujourd'hui elle vaut 10 millions, dans 3 ans, elle vaut 10 millions. La fiducie familiale va prendre aucune valeur puis pourra attribuer aucun gain ou aucun revenu à ta famille ou tes bénéficiaires ici. Okay. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça qu'il faut toujours la mettre en place avant qu'il y ait une croissance rapide de la valeur. Okay. Ça, c'est intéressant. Puis il faut aussi qu'il y ait une intention de l'actionnaire ou de l'entrepreneur de donner de l'argent à sa famille. Parce que des fois, j'en parle à des entrepreneurs puis c'est intéressant comme concept, mais si je vends, je veux quand même garder l'argent pour moi parce que oui, j'en ai donné 25% au gouvernement, je vais en avoir 75% de 1,25 million. Je le veux pour moi. Fait qu'à ce moment-là, même si quelqu'un est en mode de prise de valeur, c'est peut-être pas l'outil pour lui, la fiducie familiale. Puis est-ce que, mettons, légalement, il peut avoir un transfert d'argent du fait que, bon, il fait un don à son garçon, mais son garçon redonne... Non, c'est ça, j'imagine. Il y a des règles anti-évitement, justement, pour éviter ça. Genre, je peux pas juste donner des actions à mon enfant, que mon enfant... Ben, premièrement, quand il y a un don, normalement, il y a du gain capital. Un transfert d'action, normalement, il y a du gain capital, mais c'est possible de le faire, par exemple, un don à sa conjointe ou sa femme, sans impôt. Puis si elle le vend, le gain capital va être réattribué à moi. Fait qu'elle pourrait pas nécessairement bénéficier de la déduction pour gain capital. OK. Puis, au niveau de la déduction de la fiducie, est-ce qu'après ça, mettons, nous, je sais pas, nos parents décident de nous mettre sur une fiducie, on bénéficie de ce gain en capital-là. Est-ce que ça l'enlève de nous notre 1,25 million qu'on peut bénéficier dans la vie? OK. Clairement. C'est intéressant. Clairement, dans le sens où si quelqu'un a déjà bénéficié, si quelqu'un en tant que, on va dire, jeune, ça arrive beaucoup, la plupart du temps, le monde, ils sont impliqués dans ce genre de transaction-là quand ils ont 20 ans, leurs parents ont à peu près une cinquantaine d'années, ils vendent, ils reçoivent entre 750 000 puis 1,25 million, ils sont super contents. 10 ans plus tard, par contre, ils réalisent, ah non, moi, si je vends, je vais payer de l'impôt. Ce 1,25 million-là, il a été absorbé. Ça continue à grossir à chaque année, le 1,25 million, en fonction du taux d'inflation. Mais le plus gros morceau ou une grosse portion de ce montant-là a été absorbé. Fait que oui, il faut quand même le savoir, mais d'un autre côté, je dirais oui, mais tu as reçu quand même de l'argent à ce moment-là, donc c'est pas perdu. Placer, là. Exact. Tu peux placer, ça va peut-être te permettre de lancer une entreprise aussi, là, cet argent que tu as reçu. Ouais. OK, ça, c'est super intéressant quand même. Moi, j'étais curieux de savoir parce que là, on peut se payer en salaire, on peut se payer en dividende. À notre stade, c'est quoi l'avantage de se payer un salaire? Tu sais, justement, je pense que c'est comme le RQAP, en tout cas, tu mets genre une petite partie d'argent pour plein de petits régimes et tout. Oui. C'est quoi l'avantage de, se mettre 100% dividende, salaire, mix des deux? C'est quoi ton point de vue là-dessus? L'avantage est plus subjectif que numéraire. Normalement, quand on gagne un salaire ou qu'on se déclare du dividende, la loi de l'impôt est faite qu'on est censé payer à peu près le même impôt. Fait que disons que je gagne 100$ dans une compagnie, la compagnie paye un petit peu d'impôt, me verse un dividende. À la fin, il est censé m'en rester le même montant que si je l'avais gagné directement en tant que salaire. Si la compagnie avait gagné 100$ puis qu'elle m'avait versé un salaire de 100$. Là où les nuances commencent à partir, tu l'as bien dit, c'est dans les déductions de la source. L'assurance emploi. Si tu te mets comme employé, puis encore une fois, tu pourrais être actionnaire à 100% d'entreprise, tu n'es pas obligé de payer l'assurance emploi. Le régime des rentes du Québec, tu contribues tranquillement au régime des rentes du Québec. Il y a un coût pour l'employé, il y a un coût pour l'entrepreneur, mais tu bénéficies de ces régimes-là. Le RQAP, comme tu disais, si jamais tu deviens papa ou maman ou tu deviens parent, tu peux bénéficier du RQAP. Fait que l'écart de valeur n'est pas si important, ça dépend de la situation de chacun des entrepreneurs. T'sais, si quelqu'un me dit, écoute, moi, le RRQ, RQAP, tout ça, je veux absolument pas en prendre en considération, donc je préfère me verser des dividendes.
dividendes à ce moment-là, ça peut être correct. Je l'aviserais peut-être que quand il va aller essayer d'obtenir du financement à la banque, ça va être plus dur. C'est plus dur à justifier quand on reçoit des dividendes, à justifier à la banque. Oui, je fais un salaire annuel, je fais des revenus annuels parce qu'ils vont voir le revenu de dividende, puis la plupart des banques vont faire c'est du revenu d'investissement, c'est pas du... Ça peut être considéré par certaines banques qui se spécialisent vraiment, par certains directeurs de compte qui se spécialisent vraiment pour les entrepreneurs. C'est un petit peu plus difficile à justifier comme truc. Fait que, la décision souvent est extra monétaire. Et pas juste combien d'impôts je vais payer exactement, parce que la plupart du temps, un salaire, à cause des déductions à la source, va être un petit peu plus cher pour c'est ça. Fait qu'au niveau des impositions, ça se ressemble quand même les deux. Pour l'impôt pur et dur, ça se ressemble beaucoup. Pour les déductions à la source, c'est là où est-ce qu'il y a des écarts. OK, c'est bon, ça fait du sens. Puis, une chose aussi que j'aimerais savoir, c'est, bon, mettons que ma compagnie commence à faire de l'argent, puis là, j'en ai trop, parce que là, je réinvestis tout en création de contenu, comme là, je fais avec le podcast. Un jour, je vais vouloir commencer à placer peut-être de l'argent avec mon entreprise. C'est quoi les prochains steps que moi, je pourrais faire si je commence à avoir beaucoup de revenus avec mon entreprise, puis j'aimerais ça en placer pour que plus tard, ça soit genre un revenu pour moi. Puis... tu as deux options. Je te dirais l'option la plus simple, si tu as de l'espace REER, ça serait de le sortir en dividende ou en salaire, puis de contribuer à tes REER. Encore une fois, dans la mesure où tu fais déjà des bons revenus par ailleurs, puis que ça vaut la peine de mettre des REER, parce que ça, c'est un débat qu'on peut parler. Mais si tu veux pas la sortir de ton groupe de société, puis tu veux dire, hey, ça se peut que j'ai de l'investissement, j'ai besoin de beaucoup de capital pour partir mes autres projets, puis que c'est pas nécessairement la bourse ni rien, à ce moment-là, une société de gestion, ça devient l'outil probablement important pour toi, peut-être à sortir de l'entreprise, que ce soit pour la séparer, parce que si vous êtes associé dans l'entreprise, en ce moment, l'argent, c'est un pot commun. Ça se peut que vous disiez, oui, mais moi, je veux l'investir en immobilier, puis moi, je veux repartir notre business. Chacun une société de gestion, transférer l'argent dans les sociétés de gestion dans l'objectif de faire vos investissements indépendants pourrait être une des raisons pour lesquelles on met en place une société de gestion. Moi, je serais curieux sur un autre aspect complètement. Justement, dans tous les gens qui ont c'est beaucoup en ligne là, qu'on voit encore une fois, puis c'est beaucoup de notre histoire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des sous-traitants plus que des employés. Fait que ce soit des travailleurs autonomes, d'autres petites entreprises, petites incorporations. C'est quoi l'avantage, mettons, quand tu as une petite entreprise, d'avoir des employés versus d'avoir des sous-traitants, mettons, au niveau fiscal, légal? Au niveau fiscal, je te dirais que le seuil critique à aller chercher au départ pour une petite entreprise qui est en croissance, c'est 3 employés. Parce que ça permet de bénéficier d'un taux d'imposition plus bas au Québec. Ce qui ramène le taux d'imposition au 12,5% à peu près que je te parlais tantôt. Sinon, on est à peu près à 20,5%. Ce qui est plus élevé, c'est moins intéressant pour l'entreprise, puis ça crée beaucoup de friction fiscale. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais quand l'argent est transféré dans les poches d'actionnaires après, le taux d'imposition, c'est un des plus désavantageux qu'on peut voir. Fait que c'est pas la situation idéale pour un entrepreneur. Fait que je te dirais, un entrepreneur qui commence à générer des profits, l'entreprise va bien, parce que si tu ne génères pas de profit, tu ne fais pas d'impôt, fait que tu t'en fous. Mais si tu commences à générer des profits, l'entreprise va bien, puis tu commences à payer de l'impôt ou tu en payes beaucoup, il faut commencer à penser, wow, est-ce que je pourrais avoir 3 employés minimum sur sur mon payroll, en tant qu'employé, plutôt que des sous-traitants, dans l'objectif d'aller chercher ces taux d'imposition plus bas, libérer de l'argent pour aller réinvestir. C'est un des outils ou c'est un des éléments à prendre en considération pour répondre à ta question. Après, les autres avantages d'avoir des sous-traitants, ça devient plutôt une question opérationnelle. Les sous-traitants, souvent, ce qui est fun, c'est qu'il n'y a pas de commitment. Si tu as besoin de lui, tu l'engages. Si tu n'as pas besoin de lui, il n'y a pas de revenu. Fait ça devient plus du commercial puis de l'opérationnel que fiscal dans ce genre de questions-là. Définitivement. OK, super. Puis là aussi, pour, mettons, des jeunes professionnels qui nous écoutent, des gens qui veulent être comptables, CPA, tout ça, parle-nous un peu, c'est quel type de personne, ou en tout cas, quelqu'un qui s'intéresse à la fiscalité, pourquoi il devrait poursuivre ses études là-dedans? Pourquoi, tu sais, c'est quoi un petit peu la fiscalité? Parle-en un petit peu plus. Je ris un peu parce que c'est... Le comptable typique, puis il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans, dans le sens comptable / fiscaliste. Je vais parler plus de fiscaliste. Il y a quand même quelque chose de vrai dans le typique, on entend quelqu'un qui est hyper pointilleux sur les détails, carré un peu dans son esprit parce qu'il doit respecter un cadre quand même rigide. Il y a une portion de vérité là-dedans, dans le sens il faut être patient, il faut être capable de lire beaucoup, parce qu'avant de devenir un bon fiscaliste, il y a énormément de lectures à faire, que ce soit de la jurisprudence, apprendre à lire la loi de l'impôt, ça prend du temps, ça paraît anodin, mais c'est mal écrit, vraiment mal écrit. Mais c'est pas clair et limpide. Tu lis pas ça le soir en te couchant puis tu dis hey, j'ai lu un article de loi puis je l'ai compris. Non, ça fonctionnera pas. Fait que tu sais, il faut quelqu'un qui est quand même patient puis qui veut investir du temps au départ dans sa carrière pour avoir ce tremplin-là, parce que quand on l'a pas, ça rend un peu une carrière un peu plus difficile quand on n'a pas pris le temps en début de carrière de faire ça. Fait que ça, c'est un des éléments essentiels, curieux, parce que ça change toujours. Faut que tu sois prêt à te mettre à jour, faut que tu sois prêt à... Pas parce que tu as fini la maîtrise il y a 5 ans que c'est fini ton apprentissage. Il y a un nouveau projet
projet de loi qui va sortir au mois d'août, pendant tes vacances, tu vas devoir aller le lire. Faut que tu sois prêt à mettre ce genre de temps-là, puis nécessairement, il faut que tu sois curieux, parce que sinon, ça va juste t'embêter en tant que personne, je pense, de faire ça. Mais malgré tout, je pense qu'il y a de la place pour du monde un peu plus créatif puis entrepreneur. Okay. Parce que quand on pense toujours de la même manière, on a souvent de la misère à connecter avec les entrepreneurs puis leur réalité. Fait que ça prend quelqu'un d'un peu... Ça prend un mix, je pense, d'employés dans un bon cabinet de fiscaliste, un mix d'employés un peu plus carré qui vont regarder la loi de manière très, 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 très rigide pour être sûr qu'on la respecte, puis quelqu'un qui est capable de comprendre un peu l'aspect émotionnel ou l'aspect business de « Oups, cette transaction-là, on double la fiscalité. » Vas-y en tant qu'entrepreneur, puis on se reparlera de la fiscalité plus tard. Fait que c'est quand même bien d'avoir ces sensibilités-là en tant que fiscaliste. Fait que ça prend un équilibre entre les deux. Des fois, ça prend une équipe qui permet d'amener cet équilibre-là. Fait que c'est pas parce que quelqu'un est plus entrepreneur créatif que je lui dirais automatiquement non, on va pas là-dedans. Je me demanderais quand même, est-ce que tu as la patience de faire beaucoup de lecture, tu sais? Ouais, puis ça arrive souvent justement que le monde s'associe justement beaucoup pour lancer un cabinet de fiscalité et tout, que justement il y en a un qui est très plus bleu, qui lit justement la loi et tout, qui est très pas au niveau émotion, marketing et tout, puis l'autre qui est plus entrepreneur justement, ça arrive souvent ça? Ça arrive quand même souvent, oui. Même dans les grands cabinets comptables, il y a souvent des associés, c'est là-bas, c'est comme ça qui sont identifiés, les associés qui sont plus, comme tu disais, bleus, plus carrés, plus comme moi je comprends la loi de l'impôt, mais excessivement bien, puis je l'ai toute lue, puis je suis toujours à jour, puis il y en a d'autres qui sont plus, j'allais l'appeler humains, un peu plus faciles à rentrer en contact avec les autres, comprennent les émotions, puis permettent justement d'aller amener de la clientèle. Les deux ensemble marchent. L'un sans l'autre fonctionnerait peut-être pas, mais ça arrive souvent. Ok, cool. Puis pour les personnes aussi qui veulent se lancer en affaires ou sont déjà en affaires, c'est quoi les meilleures pratiques que tu pourrais leur donner? Étant moi justement, ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai mon entreprise, puis as-tu des conseils que tu pourrais donner justement dans le domaine de la fiscalité? Faites attention à ça. Je vois souvent cette erreur-là chez les jeunes qui se lancent en affaires puis que justement ils ont des grosses répercussions avec le gouvernement. On parle justement des entreprises qui se font peut-être auditer aussi, puis qui ont justement des frais reliés à ça. C'est quoi les erreurs fréquentes que tu vois? Il y en a plusieurs. Évidemment, conservez vos factures au départ. Si vous oubliez pas quand vous passez les 30 000 $ de revenus. Quand on commence, souvent on oublie puis on comprend mal. Je me fais encore poser cette question il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a un seuil de revenus que je dois pas déclarer? La réponse est non. Si tu fais 10 000 $ dans ton année, il faut que tu le déclares. Si tu en as fait 5 000 de vente, il faut que tu déclares. C'est une obligation. Donc, il faut qu'il y ait un peu de manière de prouver tes revenus, tes ventes. Garde tes factures si tu es enregistré en TPS-TVQ parce que c'est une obligation d'avoir ces factures. Sinon, un vérificateur en TPS-TVQ pourrait simplement le refuser. Mais outre ça, je te dirais que souvent, quand on commence un projet puis qu'on est seul, même des fois qu'on est deux, c'est peut-être pas la meilleure solution de s'incorporer dès le jour 1. Des fois, quand une entreprise génère beaucoup de pertes, ça peut valoir la peine d'opérer en tant qu'enregistré, puis pouvoir réclamer ces pertes-là contre son salaire. Parce que souvent, le monde se lance, je commence une entreprise aujourd'hui, je crée une société, ils vont en ligne, ils l'incorporent eux-mêmes, puis voilà. Mais souvent, les premières années, puis je suis sûr que vous savez, là, il y a des pertes qui sont générées. Premier business venture, peut-être pas le deuxième puis le troisième, parce qu'après, tu sais comment gérer ce genre d'éléments-là, mais premier business venture, souvent, il y a des pertes, mais ces pertes-là sont déductibles contre tes autres revenus. Si c'est dans une compagnie, je l'ai dit tantôt, une compagnie, c'est une entité différente. Fait que ces pertes-là, c'est coincé contre les revenus de cette entité-là. Tu pourras jamais te les transférer à toi en tant que personne. OK, peut-être comme une PTPE, on va en reparler un autre jour, là, c'est compliqué, mais c'est plus compliqué d'aller chercher ces pertes que quand tu dis non, je vais l'opérer à mon nom personnel, s'il y a des pertes, il y a des pertes. Si les risques le justifient, il y a toujours plein de si, là, en arrière de ce que je dis, mais l'erreur souvent que je vois, c'est incorporation trop rapide. Des fois, le monde court pour s'incorporer une compagnie parce qu'ils ont une idée. Peut-être pas la première solution, puis c'est cher, hein. En plus. Bien gérer une compagnie ensuite, après, puis mettre à jour son livre des minutes. Mettez à jour vos livres des minutes. La plupart du monde le font pas, ils voient pas la valeur là-dedans, mais quand on arrive des fois 5, 6, 7 ans après, OK, qu'est-ce qui s'est passé à telle journée? Il y a rien qui est écrit nulle part. En tant que fiscaliste, on se gratte la tête, on se pose des questions, comme on n'est pas sûr, là, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, tu sais, dans les entrepreneurs, surtout quand vous avez des associés, des partenaires, allez investissez un peu d'argent dans la constitution de votre société, allez voir des avocats plus que des fiscalistes, même je te dirais, pour être sûr que ça soit fait en règle de l'art. Consultez vos CPA, les comptables, c'est une mine d'or. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un fiscaliste, mais CPA puis avocat, normalement, c'est important. Il y en a beaucoup qui consultent plus ChatGPT pour justement sauver des sous. C'est quoi ton... Tu sais, il y en a même qui bâtissent des contrats là-dessus, etc. C'est quoi ta vision là-dessus au niveau fiscal, comptabilité et tout? C'est-tu un bon outil? Il faudrait jamais utiliser ça puis payer un comptable, un fiscaliste, un professionnel. Je vais nuancer, c'est super comme outil. J'adore ChatGPT, j'adore qu'est-ce qu'il est capable de faire. Le problème, puis on le sait tous, c'est que ChatGPT, une fois de temps en temps, soit il va halluciner, quelque chose qui n'existe pas du tout, soit il va mal interpréter, mais c'est une nuance tellement fine que le commun des mortels va pas être capable de comprendre qu'il a mal interprété telle nuance. Fait que c'est toujours
je te dirais, il faut toujours faire attention à ce que ChatGPT, dans n'importe quel domaine, il faut toujours faire attention à ce que ChatGPT va t'amener comme réponse, parce que si c'est une décision qui est lourde de conséquences comme un contrat, puis la nuance a mal été interprétée ou qu'une clause n'est pas valide au Québec parce que X, Y, Z, ça c'est du légal, là. Fait qu'encore une fois, c'est pas mon opinion professionnelle, mais plus c'est quelque chose d'anecdotique. Faites attention à ChatGPT, puis peut-être que c'est une bonne base pour comprendre puis discuter avec vos professionnels, mais c'est peut-être pas l'outil qui devrait être utilisé pour rédiger le contrat final. Tu sais, puis c'est une réponse super intéressante que tu donnes. C'est vraiment basé sur actuellement où ce que l'intelligence artificielle se situe. Mais est-ce que ça reste que c'est une peur que tu as de voir à quel point rapidement l'intelligence artificielle s'améliore de justement, bon, les comptables, les fiscalistes? Est-ce que tu penses qu'un jour, ces domaines-là qui autrefois demandaient beaucoup de connaissances vont peut-être se faire remplacer tranquillement par l'intelligence artificielle, ou en tout cas vont, tu sais, les comptables, les fiscalistes vont devoir utiliser absolument ces outils-là parce que sinon ils seront plus dans la game du tout? Ben moi, je suis un éternel optimiste. Je pense que ça va pas remplacer le monde, mais que ça va nous permettre d'être plus efficace. Fait que c'est plus, j'irais plus vers le B dans le sens où... Mais par contre, un comptable qui refuse d'intégrer ça dans son workflow, en ce moment, c'est un petit peu difficile parce qu'on a beaucoup d'enjeux de confidentialité, mais qui refuse de comprendre ce genre d'outils-là, de l'intégrer dans son workflow, dans ses processus, à mon avis, ce comptable-là va être dépassé d'ici quelques années parce qu'on manque de ressources, on manque d'employés, on manque de comptables. Vous le disiez au départ, c'est dur de trouver des comptables. On a besoin de gagner en efficience et en efficacité. L'intelligence artificielle est clairement un outil qui va nous permettre de le faire. Puis à la fin, pourquoi est-ce que j'ai pas une peur bleue de tout ça? C'est parce qu'il faut trouver quelqu'un qui va être responsable de l'opinion donnée. Fait que c'est bien beau de dire que ChatGPT pourrait le faire, mais dans n'importe quel processus, je suis sûr que vous le savez, garbage in, garbage out. Fait que ChatGPT peut faire une super analyse, mais si ce qui a été mis dedans est mauvais, ou peu importe l'intelligence artificielle est mauvais, probablement que ce qui va en sortir va être mauvais également. Fait que je pense qu'il va toujours falloir une espèce de quelqu'un en amont pour faire un peu le tri. C'est quoi l'information que j'ai besoin? Ensuite, la rédaction du mémo, la recherche fiscale, c'est des outils qui vont l'accélérer, qui vont faire en sorte que ça va plus vite, parce que ChatGPT est capable de lire 80 jurisprudences pendant que j'ai le temps d'en lire même pas une. On s'entend, il va être probablement plus connaissant à un certain point, mais les réflexes qu'on acquiert avec l'expérience, de poser les bonnes questions, de bien diagnostiquer une situation, de ce que je vois, il n'est pas encore rendu là. Okay. Est-ce qu'ils vont l'être un jour? Je suis sûr et certain qu'il va y avoir un questionnaire. Il va y avoir quelqu'un qui va créer probablement pas un bot, mais un prompt ou peu importe, qui va faire en sorte que les questions vont être très bien posées par un intelligence artificielle puis un agent. Tu sais, que le AI agent soit capable de bien poser les questions, de bien cerner le dossier, mais malgré tout, quelqu'un va devoir avoir une espèce de vision externe, une conversation entre humains pour savoir, comme un contrôle qualité et une conversation avec humains, parce qu'après, c'est pas ChatGPT qui va signer le mémo fiscal puis la réorganisation. Si quelqu'un se plante, il va falloir retourner contre quelqu'un a pris la responsabilité de la transaction. Fait que je suis plus optimiste que pessimiste par rapport à ça sur le marché. Okay. Puis peut-être que les comptables et les fiscalistes vont arrêter de faire des 90 heures semaine ou se sentir obligés de le faire. Fait que c'est positif à la fin. Et voilà, puis ça va nous coûter moins cher, qu'on va faire plus de profit. Ça, je suis pas sûr, parce que la gestion du risque, c'est un des éléments qui justifie un peu le prix des fiscalistes puis des comptables. C'est s'il y a un risque après, ben il faut qu'il y ait généré assez de profit pour couvrir le risque. C'est pas de l'auto-assurance. Oui, on a des assurances externes, mais malgré tout, c'est toujours une gestion de risque. Puis les risques sont super importants. Là. Qu'est-ce qui se passe s'il a oublié de te faire payer 2 millions d'impôts, puis qu'il y a des intérêts et pénalités liés à tout ça? Ben, tu vas te retourner contre ton comptable. T'aurais dû me le dire. Si j'avais pas peut-être que j'avais à payer l'impôt, probablement que ça va me dire. Mais j'aurais clairement pas payé la pénalité. Tu aurais dû me le dire. Fait que tu sais, il y a toujours une gestion de risque qui va faire en sorte que les prix vont être relativement élevés. Okay. Sinon, personne va vouloir pratiquer parce que tu vas pas gérer des risques de 200-300 000, des millions des fois, pour des revenus qui valent pas la peine. On voit beaucoup, autant en comptabilité, puis je pense que tu nous disais que c'était la même chose en fiscalité, puis bon, dans d'autres domaines un peu connexes. Puis je pense même que tu es professeur à la maîtrise en fiscalité ou en tout cas chargé de cours. Bon, il y a beaucoup d'étudiants qui graduent, puis qui décident d'aller travailler dans des grosses institutions renommées, des gros cabinets. Peux-tu un peu nous déconstruire ça maintenant ou nous dire c'est quoi l'avantage, mettons, d'aller travailler dans un gros cabinet, un Big Four, mettons, en comptabilité, versus d'aller travailler dans un plus petit cabinet, des fois de travailler peut-être plus proche des dossiers. C'est quoi un peu les avantages, les inconvénients pour les gens qui s'en vont dans ce domaine-là? Ça dépend de la carrière que le professionnel cherche. Tu sais, clairement, si tu veux aller dans une carrière en fiscalité internationale où tu travailles sur les méga grosses sociétés publiques qui a des millions de dollars qui transfèrent de pays à un autre, dans les Big Four, je te dirais que c'est la place pour... Si quelqu'un est ambitieux puis c'est ce genre de clientèle-là qu'il veut aller chercher, c'est la bonne place pour le faire. Même si le coût d'aller travailler dans ce genre d'entreprise-là, il est énorme parce qu'ils vont demander énormément d'heures de travail pour un salaire fixe souvent. Mais
les opportunités d'apprentissage, que ce soit dans un Big Four ou, puis je dois le nommer chez Raymond Chabot au Québec, qui est quand même une grosse boîte, les opportunités d'apprentissage sont presque infinies. C'est des super bonnes écoles. Maintenant, à savoir si tu veux rester là toute ta carrière ou pas, c'est une deuxième question. Mais quelqu'un peut le voir comme une école après l'école. Si au départ, c'est son ambition d'aller travailler dans des, je sais pas, après aller devenir, on va dire, directeur en fiscalité dans une boîte spécifique, on va dire chez CAE ou BRP, ben normalement, il faut passer par ces gros cabinets-là pour voir assez de transactions, comprendre un peu ce qui existe, acquérir assez de connaissances, parce que malheureusement, je pense que dans les programmes de DES ou de deuxième cycle ou de maîtrise en fiscalité, on acquiert. C'était difficile là, de transmettre autant de connaissances et autant de spécialisation. C'est ça, je vois souvent justement un de mes amis qui s'appelle Maxime, puis qui est justement allé dans lui c'est un conseiller en sécurité financière, puis il était passionné par apprendre et tout, puis il est allé dans un cabinet où c'est une grosse équipe, il s'est mentoré, fait que c'est un peu, je pense ça, l'opportunité au niveau de la fiscalité, c'est que tu rejoins une équipe, ce que tu apprends, tu fais des gros mandats, puis après ça, quand tu arrives pour te lancer toi-même, si tu es un peu entrepreneur, tu t'associes avec quelqu'un. Exact. Je pense c'est une belle option, un beau parcours, mais je le disais au départ, souvent quand on rentre dans les grosses machines puis les gros cabinets, c'est ce que j'appelle moi une prison dorée, parce que les salaires sont impressionnants, tu commences à bâtir un rythme de vie avec ces revenus-là, fait que quand tu es confronté avec l'idée de te lancer en affaires, tu te dis, hop, mais demain matin, j'aurai zéro revenu. Là. Comment est-ce que je vais... Quand ça fait 5-6 ans que tu fais plus que 150 000 par année, ou des fois 130 000, c'est pas en train de dire que c'est le salaire nécessairement que le monde vont faire, mais c'est des salaires qui sont atteignables. Est-ce qu'ils vont vouloir dire, oups, j'ai quand même une hypothèque à payer, j'ai une auto, mes enfants, peu importe où ils sont rendus dans leur vie. Des fois, ces prisons d'Aurélie font en sorte que même si quelqu'un est entrepreneur, il va se dire, ah, je peux plus. Fait que c'est quand même quelque chose à garder en tête, je pense, pour quelqu'un qui va travailler dans ces grosses boîtes-là. Ouais, clairement.